1920. Le petit-fils de l'immigré juif allemand Joseph Newmark, qui est un fondateur du Bnei Brit, la plus vieille organisation juive dans le monde dont le fonctionnement est calqué sur la franc-maçonnerie, crée un consortium de sociétés de chimie aux États-Unis pour pallier aux lacunes américaines dans ce domaine, mises à jour par la Première Guerre mondiale. En effet, à cette époque, l'Allemagne contrôlait une majeure partie de la production chimique mondiale, ce qui a entraîné une pénurie aux États-Unis de produits essentiels comme l'ammoniac ou certains médicaments. C'est donc en 1920 que Eugène Isaac Meyer, travaillant dans la banque de son père, la banque Lazare, créa la Allied Chemical and Dye Corporation, résultant de la fusion de 5 sociétés chimiques américaines dont la capitalisation totale était de 175 millions de dollars de l'époque. En 2009, cette société prendra le nom de Honeywell après son rachat. Une usine fut construite à Hopewell en Virginie en 1928 pour produire de l'ammoniac et à partir de 1950 le chlordécone, en association avec la LSPC, Life Science Product Company. Le chlordécone a été synthétisé pour la première fois en 1951. L'année suivante, 2 brevets sont déposés par Allied Chemical and Dye Corporation. Le chlordécone est mis sur le marché en 1958 en tant que pesticide sous au moins 3 noms commerciaux. Le Mirex, le GC 1189 et le Kepon, qui sera commercialisé sous ce nom par la société DuPont de Nemours. Aux États-Unis, cet insecticide est utilisé surtout sur les plantations non alimentaires comme le tabac, les arbustes ornementaux, les agrumes non fruitiers, mais aussi il est utilisé comme piège à fourmis et à cafards. Dès 1963 aux États-Unis, la toxicité du chlordécone est mise en évidence chez la souris, et sa réprotoxicité est démontrée 2 ans plus tard chez la souris et la poule. En 1964, l'IFAC, l'Institut français de recherche fruitière d'outre-mer, mène ses premières études sur le chlordécone au Cameroun, où sa très grande efficacité est apparue immédiatement, mais sans toutefois faire de tests ou d'études sur l'impact sanitaire et environnemental. En mai 68, l'IFAC lança les premiers tests sur les bananiers en Martinique. Et 1 mois plus tard, la société Sofa fait une demande d'homologation et de vente des produits Mirex et Kepon à la commission des toxiques, qui la rejette et demande un complément d'information pour éventuellement réexaminer le dossier. En octobre et novembre 1968, une nouvelle demande d'homologation est déposée cette fois par la CEPIC, qui est la société d'exploitation des produits pour les industries chimiques, pour le compte de DuPont de Nemours. Cela concerne cette fois le Kepon G et le Kepon P, et la demande est adressée au comité des produits antiparasitaires à usage agricole. Mais le comité répond que la commission des toxiques doit d'abord examiner la demande. Le 29 novembre 1969, la commission des toxiques réexamine donc le dossier et le rejette, mais cette fois pour la trop forte toxicité à court et long terme vis-à-vis des animaux et des risques de contamination de l'environnement. Le chlordécone est classé tableau A, toxique, le plus élevé. Le 29 janvier 1971, le Kepon est classé au tableau C, dangereux, car dosé seulement à 5% de chlordécone, sous l'impulsion de M. Viel, membre de la commission des toxiques qui propose une autorisation de mise sur le marché provisoire d'1 an. La CEPIC obtient une autorisation de mise sur le marché provisoire le 29 février 1972, pour le Kepon 5%, signé par le ministre de l'Agriculture Jacques Chirac. Il est fort probable que le béquet Éric de Lucie de Fossarieux soit intervenu auprès de Chirac pour obtenir cet AMM provisoire, puisque le produit utilisé comme insecticide aux Antilles à l'époque, le Lindel, devenait inefficace dans la lutte contre le charançon du bananier, car ce dernier devenait de plus en plus résistant aux produits. Éric de Lucie de Fossarieux se déclare grand ami de Chirac, il est aussi le bras droit du béquet Bernard Ayotte, fondateur du groupe Bernard Ayotte qui compte 11 000 collaborateurs et fait un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Le groupe Bernard Ayotte est présent dans les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien, en France, en Afrique, en Chine et en Nouvelle-Calédonie. GBH est présent dans la grande distribution, la distribution automobile et autres activités industrielles. Le groupe est l'intermédiaire obligatoire aux Antilles pour exercer une activité, notamment de distribution, et il détient les magasins des marques Carrefour, Yves Rocher, Monsieur Bricolage, Renault et Decathlon aux Antilles. GBH fabrique les yaourts pour Danone, et avec sa structure verticale, il maîtrise l'accessibilité à la concurrence des produits dont il a le monopole. Éric de Lucie de Fossarieux est l'intermédiaire entre l'Élysée et les béquets. Il est aussi président de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, créée en 2003. Le CA de l'UGPBAN en 2018 est de 97 millions d'euros et la production annuelle est de 270 000 tonnes de bananes.
Le lobby des béquets a aussi un relais permanent sur Paris et Bruxelles en la personne de Gérard Bailly, président et fondateur du lobby Eurodom. Pour en revenir à cette première autorisation de mise sur le marché provisoire du Capone 5%, se met donc en place un réseau de distribution. La CEPIC, via Dupont de Nemours, qui se fournit chez Allied Chemical, vend le Capone aux sociétés Lagarrigue en Martinique et Autour en Guadeloupe. Laurent de Lagarrigue de Meillac est un béquet possédant 200 hectares de plantations de bananes en Martinique. Le représentant de la société Lagarrigue est Yves Ayotte, qui est aîné de la famille Ayotte. Le 21 mai 1974, une seconde AMM provisoire est accordée pour le Capone 5% à la CEPIC, malgré le fait que cette dernière n'ait pas fourni de résultats de contrôle des résidus de Capone dans les bananes demandés en 1973 par le comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole. Le comité relancera fin juillet 1975 la CEPIC pour obtenir ces résultats. Cette relance est peut-être due au fait que la même année, un scandale sanitaire éclate aux États-Unis, en Virginie. Suite à de nombreuses négligences dans l'usine de fabrication du chlordécone d'Hopewell, la moitié des employés a été contaminée et sont victimes de graves troubles neurologiques. L'usine a aussi déversé illégalement du chlordécone dans la James River, entraînant une pollution des eaux et des sols. Une interdiction de pêche a été promulguée durant 13 ans sur plus de 300 km de berges. L'usine fermera ses portes le 24 juillet 1975 et la molécule chlordécone sera interdite aux États-Unis en avril 1977. De nombreux rapports seront publiés, notamment par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, expliquant que le chlordécone est très toxique et provoque une toxicité à effet cumulatif et différé. Il est neurotoxique et reprotoxique pour un grand nombre d'espèces, incluant les humains, et cancérigène pour les rongeurs. Malgré le scandale de l'usine d'Hopewell, le 4 avril 1976, le comité d'homologation prolonge l'AMM provisoire en France et le 11 mai 1976, l'autorisation provisoire de vente du Capone est aussi prolongée. Christian Bonnet est alors ministre de l'Agriculture. Même avec l'arrêt de la production de chlordécone aux États-Unis en 1976, les stocks constitués par les agriculteurs antillais leur ont permis d'utiliser le Capone bien après cette date. En 1977, le rapport Snegardov, commandé par l'INRA 2 ans plus tôt, établit l'existence d'une pollution des sols et des eaux au chlordécone et sonne l'alerte. En 1979, le rapport Kermarek démontre une bioaccumulation du mirex dans le manioc, patates douces et dans les tissus des espèces animales et poissons dans les zones éloignées des lieux d'utilisation. Toujours en 1979, le Centre international de recherche sur le cancer classe le chlordécone comme cancérogène possible, et c'est confirmé en 2010 par l'INSERM. En 1981, la CEPIC décide d'arrêter la commercialisation du Capone 5%, et le Capone n'obtient pas l'homologation par le comité. En 1981, la CEPIC cède son activité agricole à Dupont de Nemours. En juin 1981, la société Lagarrigue obtient une autorisation provisoire de vente pour le Curlone, qui comme le Capone est dosé à 5% de chlordécone. En fait, c'est le Capone sous un autre nom. Édith Cresson est alors ministre de l'Agriculture. Lagarrigue aurait racheté les brevets à Allied Chemical et fait synthétiser la molécule au Brésil pour la faire fabriquer en France et la distribuer aux Antilles. Il est fort probable que ce soit Dupont de Nemours qui ait fabriqué le Curlone à Castres, dans l'usine cédée par la CEPIC, anciennement usine des produits chimiques de la Montagne Noire, achetée par la CEPIC en 1972. Environ 200 tonnes seront produites. En octobre 86, le Curlone obtient une homologation définitive par arrêté. Henri Nallet est alors ministre de l'Agriculture. La société Lagarrigue a comme créateur Laurent de Lagarrigue de Meillac. Étrangement, il abandonne une des particules de son nom et se fait appeler Laurent de Meillac. Il est de 1994 à 2007 membre du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer, au titre de représentant de la production, de la transformation, de la coopération et du commerce des produits agricoles des départements et collectivités d'outre-mer. L'Odéadom est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Outre-mer. En 2016, Laurent de Meillac est nommé président de l'APEB, Association des producteurs européens de bananes. Laurent de Lagarrigue de Meillac a donc produit et distribué le Capone aux Antilles et a évolué dans les hautes sphères de l'État. Écoutez son interview de novembre 2019 sur RCI-FM. Des médecins m'ont dit que ça n'a jamais été démontré.
hein. Bon, maintenant, c'est une polémique qui enfle, et puis, écoutez, on va voir, hein. On parle de la responsabilité des fabricants et des utilisateurs. Est-ce que vous vous sentez responsable aujourd'hui, des années après? Mais comment est-ce qu'on peut être responsable de quelque chose qu'on a soumis, dont on est la victime? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment une victime peut être responsable de la personne qui l'a empoisonné? On n'est absolument pas, le producteur n'est absolument pas responsable. Est-ce que le pharmacien est responsable du produit qu'il a vendu? Je me souviens de l'histoire de la thalédomide. Est-ce que le pharmacien est responsable d'avoir vendu de la thalédomide? Je ne pense pas. C'est le fabricant qui est responsable. De Maillac se place en victime, chacun pourra juger si c'est le cas ou pas. En septembre 1989, la commission des toxiques à la suite du réexamen se prononce pour l'interdiction du chlordécone. Cet avis est suivi en février de 90 du retrait de l'autorisation de vente du Curlone et en juillet de la substance active, le chlordécone. Selon la loi française, quand un produit perd son homologation, la vente du produit doit cesser 1 an après la notification de retrait, avec 1 année supplémentaire tolérée. Le Curlone et le chlordécone pouvaient donc être utilisés jusqu'en février 92. Mais le 6 mars 92, une première dérogation pour le prolongement de l'utilisation du Curlone est signée. Louis Mermaz était alors le ministre de l'Agriculture. Le 25 février 1993, une deuxième dérogation a été signée. Jean-Pierre Soisson était alors le ministre de l'Agriculture. L'interdiction définitive du chlordécone et de ses dérivés se fera le 30 septembre 1993. Pourtant, en 2002, 9,5 tonnes de chlordécone ont été découvertes dans un hangar en Martinique et en Guadeloupe en 2006. Des associations ont porté plainte en février 2006. Selon la justice française, les procès-verbaux effectués lors de ces découvertes auraient disparu. En 2009 et 2010, les rapports de l'AFSET et de l'INRA pointent du doigt la collusion entre les intérêts privés et la commission des toxiques rattachée au ministère de l'Agriculture, ainsi que le poids excessif accordé aux arguments économiques, notamment lors des passages des ouragans Allen et David en 79 et 80, et au détriment donc de l'environnement et de la santé. Au niveau environnement, les eaux douces, marines et nappes phréatiques sur l'ensemble des côtes sont contaminées. Toute la chaîne biologique est intoxiquée. Selon l'origine des sols, le chlordécone devrait rester présent aux Antilles pendant 100 à 700 ans. Au niveau santé, l'étude Canary révèle en 2018 que 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais ont de la chlordécone dans le sang, et que malgré la baisse du taux d'imprégnation depuis 2003, le niveau des sujets les plus exposés ne baisse pas et que les travailleurs de la banane sont toujours exposés à d'autres pesticides pouvant avoir des effets nocifs sur la santé. Les Antilles ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. L'INSERM en 2014 a mis en évidence l'impact du chlordécone sur la grossesse et le développement des enfants, entraînant de l'autisme, des pertes de motricité et pertes de QI de 10 à 20 points. Le risque de prématurité est aussi évoqué. En tout, ce serait environ 700 000 personnes qui auraient été contaminées, sans compter leur descendance. Le scandale du chlordécone est tellement important qu'on peut se demander si le buzz créé autour des photos de Macron lors de sa visite aux Antilles en 2018 n'a pas été orchestré par l'État pour ainsi éviter que la population de métropole n'ait trop fort écho du contenu réel de sa visite. En 2021, les médias préparent l'opinion publique à accepter la prescription et le non-lieu. Justice et médias sont complices des puissances d'argent et politique. Ce scandale sanitaire ne connaîtra probablement jamais de mise en accusation car il implique beaucoup trop de personnes et d'entreprises influentes en France et dans le monde.